Voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. C'est la dernière de la semaine. Nous sommes le vendredi 2 mars 2018. C'est le premier vendredi de mars. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la prière. Ça tombe bien, ça coïncide avec le carême chrétien. Nous profitons de l'occasion pour saluer toutes ces personnes qui vivent ce moment de pénitence propre aux catholiques. Bonjour Nessie. Bonjour Marco. Et vous priez souvent, vous? Bien sûr, tous les matins, tous les soirs, tous les midis, à chaque instant. C'est très, très important de se fier à un être suprême. Bonjour téléspectateurs, vous le savez, aujourd'hui, vendredi, le programme est light, mais il est tout aussi riche et varié que les autres programmes de la semaine. Aujourd'hui, on parlera de l'influence des réseaux sociaux sur nos vies. Et Marco me regarde. Ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. On verra qui est accro, concerné. Mais si on est accro, qu'est-ce que ça apporte? Comment se soigner? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que c'est une maladie? On en parlera dans la dernière partie de votre émission. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile d'être toujours sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est avilissant? Est-ce que ça nous... Enfin, bref. On en parlera avec un sociologue et un expert dans le domaine. On aura également le privilège de découvrir ou de redécouvrir le peuple Waber. Qu'est-ce qu'ils font? Vous le savez, hein, on en parlera avec un expert dans le domaine, sans oublier nos différentes capsules et nos reportages qui nous permettent d'enrichir notre culture générale et nous permettent aussi de voyager à travers le monde entier. D'ailleurs, on part découvrir Dublin, c'est en Irlande. Les Irlandais, ce sont des gens tenaces, des gens qui n'abandonnent jamais dans tous les domaines. Les Irlandais sont réputés pour leur perspicacité. Et sachez comme ça, mesdames et messieurs, que lors du peuplement de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le pays de l'oncle Sam, il y avait une grande frange irlandaise. Ils ont une fête qui est très, très populaire qu'on appelle communément la Saint-Patrick. Et puis, s'il y a une couleur qui est très prisée par l'Irlande, c'est bien sûr la couleur verte. Merci beaucoup à vous. Un peu comme moi aujourd'hui. Oui, vous êtes en vert, donc il y a une concomitance avec l'Irlande. Vous êtes une Irlandaise baoulée, Nessie. Les baoulés ont cette réputation de pouvoir se mélanger à d'autres cultures. Ah, ça, ce qui fait notre je ne vous le fais pas dire. Allez, nous sommes aujourd'hui le 61e jour de l'année. Comme ça passe vite, mon Dieu, ça passe vite. 61 jours déjà dans 2018. Et à chaque jour suffit son sport, son bien-être. À chaque jour suffit sa gym. C'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors aujourd'hui, on va faire une émission spéciale abdos. Donc si vous êtes prêts, juste avoir un tapis, vous installez au sol et on est parti. On va commencer allongé sur le dos. On va garder les deux pieds à plat au sol. On va garder les bras juste derrière la tête. Super important, les paumes de main qui se regardent. On va lever la tête, on décolle les épaules et on monte un genou dans la poitrine. On va ramener les mains au niveau des hanches et on retourne au sol.
Et on change de jambe, on expire en montant et on redescend. Encore, on part pour 3 et on revient. On part pour 4. En montant, on essaye de rentrer le ventre, basculer le bassin pour écraser le bas du dos. Toujours écraser le bas du dos au sol. Très, très, très important. On continue, on lève et on revient. Encore. Encore, on expire. Une autre fois, on expire. Une dernière de chaque côté. On lève. On retourne au sol. Une dernière, on lève. On retourne au sol. Excellent. Deuxième exercice, on va garder les bras en croix, les paumes de main, cette fois-ci au sol. On va croiser jambe droite sur jambe gauche. On va monter le genou dans la poitrine en basculant le bassin et on va ramener juste le talon au sol. C'est parti. On en fait 10. On lève 1 et on revient. 2. Ici, on va travailler beaucoup plus les abdos du bas. On continue 3. On y va pour 4. Donc, le petit gras qu'on a en bas du ventre qui a du mal à partir. 5. Surtout pour toutes les mamans, n'est-ce pas? 6. On part pour 7. On y va pour 8. 9. Et une petite dernière. 10. Et on change de jambe. Et c'est parti. On lève 1. On expire en ramenant le genou vers nous. 3. Encore 4. Encore et 5. On part pour 6. On expire 7. On expire 8. 9. Et une petite dernière 10. Excellent. On ramène les deux jambes au sol. On relâche un tout petit peu. Troisième, on va monter les bras vers le plafond. Les paumes de main qui se regardent encore une fois. On pense à tirer sur nos doigts comme si on voulait aller toucher au plafond. On prend une bonne inspiration. À l'expiration, on lève la tête. On rentre le nombril et on veut se grandir vers le plafond. Et on retourne au sol. On expire, on lève, on tire sur les doigts et on retourne au sol. Imaginez que vous avez un ballon, un poids dans vos mains. On lève, on tire vers le plafond et on retourne au sol. Encore, on y va pour 4. On revient. On part pour 5. Excellent. On part pour 6. On tire, on emmène les mains vers le plafond. Parfait. On redescend. On y va pour 7. Et une petite dernière. On monte 8. On expire. Parfait. Dernier exercice. On va juste se retourner sur le ventre. On va garder les coudes juste en dessous des épaules. On va faire la planche. Donc, pour ceux qui sont capables, qui ne sont pas capables, on garde les genoux au sol. Pour les autres, on lève. On rentre bien le ventre et on reste. Faire très attention à ne pas garder le bassin en bas. Sinon, vous allez avoir mal dans le bas du dos. On veut toujours garder le bassin vers le haut. On rentre le ventre, on garde, on respire. Ça va faire mal, ça va brûler, mais c'est normal, c'est pour votre bien. Encore, on tient encore un tout petit peu. 3, 2, 1 et on relâche. Excellent travail tout le monde. Vous pouvez aller sur vos genoux. On va s'asseoir. Vous pouvez lever les bras vers le plafond, étirer vos abdos. Et on relâche. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à la prochaine. Merci coach Carl qui nous a permis de rester en forme tout au long de cette semaine. Et on ne l'oublie pas, hein, on fait du sport, mais il faut bien s'hydrater parce qu'on dégage beaucoup d'énergie, on évacue. Il faut s'hydrater pour rester toujours en forme et en bonne santé. Pour rester en bonne santé aussi, il faut pouvoir s'évader. Marco, on a travaillé toute cette semaine. On va partir du côté de Bassam. Très bonne nouvelle pour eux, hein, pour ceux qui veulent partir du côté de Bassam parce qu'il n'y aura plus d'accidents. Du moins, les accidents vont diminuer parce qu'enfin, une solution vient d'être trouvée
opté pour le rond-point d'Anani afin de freiner les nombreux accidents à cet endroit. Des ralentisseurs ont été installés depuis le mardi 27 février. C'est vraiment à saluer. Herman Niamien est allé prendre les réactions des différents riverains. Le message est passé. Après notre reportage sur les nombreux accidents au rond-point du carrefour Anani, route de Grand Bassam, une solution a été trouvée. Comme recommandé par les habitants de ce quartier et les automobilistes eux-mêmes, des bandes rugueuses viennent d'être posées dans les deux sens à Abidjan-Grand Bassam pour contraindre les automobilistes à ralentir. Avant, il y avait beaucoup d'accidents parce que les gens n'arrivent pas à lire les panneaux de circulation. Donc, ils viennent tomber dans le rond-point et vraiment, ça leur coûte la vie. Bon, maintenant qu'ils ont mis les dos d'âne, on remercie le gouvernement pour ça. Mais néanmoins, il y a certains, les ampoules de lampadaires aussi qui sont grillées. Donc, ça fait que la nuit, les gens n'arrivent pas à bien voir l'éclairage. Donc, ils n'ont pas aussi changé les ampoules, quelques ampoules de lampadaires qui sont grillées pour faciliter la circulation la nuit. En tout cas, ces deux dames-là, depuis hier, quand j'ai vu qu'il y a des camions qui ralentissent bien avant qu'ils vont retrouver ces deux dames. En tout cas, chez moi, c'est très intéressant. Même s'ils se réjouissent de cette action qui va réduire considérablement les accidents à cet endroit, les habitants souhaitent tout de même que la taille des ralentisseurs soit augmentée. Je pense bien qu'ils ont fait l'effort, mais ce n'est pas adapté. Les bandes rugueuses étaient trop bas. Les voitures travaillent toujours. Après les finitions des bandes rugueuses, il y a une voiture qui faillit tomber dans le rond-point. Le fait de mettre les dos d'âne, c'est déjà trouver la solution en partie. Mais ce que je souhaite par rapport au dos d'âne, c'est que les deux premières bandes de dos d'âne soient rehaussées. Là, le chauffeur qui y rentre, il sait qu'il doit ralentir. Si on peut augmenter un peu légèrement pour que le véhicule au moins... Parce qu'il y a des véhicules qui viennent à des vitesses un peu fortes. Même quand ils montent sur le dos d'âne, on ne sait même pas que c'est un dos d'âne. Donc au moins si on augmente un peu seulement, ça va les faire bien ralentir. Ils n'ont pas totalement tort. En notre présence, nous avons pu voir des automobilistes traverser ces ralentisseurs à vive allure. La pose de ces bandes rugueuses, à n'en point douter, va soulager les populations de ces quartiers qui vivaient dans la hantise à cause de la proximité de certaines habitations au rond-point. Si une solution a été trouvée au rond-point d'Anani, ce n'est pas encore le cas pour Grand Bassam. Le rond-point de Moossou, qui représente aussi un véritable danger pour les automobilistes, attend d'être équipé également en ralentisseur. Merci beaucoup à Herman Niamien qui, chaque fois, à travers ce reportage, essaie de vraiment nous parler de ce qui nous intéresse au quotidien, des informels, hein, comme on dit dans le jargon, qui vraiment font du bien à cette matinale et c'est aussi le but. Merci une fois de plus, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie. Il est 6h07 en bateau et partout en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous avoir chaque matin. Alors, bonjour Korogo, oui, j'espère que vous allez bien du côté de Korogo. Korogo qui est la capitale de la RTI, hein, on va dire ça comme ça, avec bonjour. Toutes nos équipes sont pratiquement là, afin de faire de ce moment-là un grand moment de fou rire et égayer toutes ces populations. C'est la mission de la radiodiffusion de télévision ivoirienne depuis toujours. Et puis voilà, on espère que vous allez passer de bons moments. Salut toutes nos équipes qui sont déjà sur place. Et puis aujourd'hui, oui, Nessie. Il y a quelqu'un qui me disait, votre bonjour là, ça ne finit pas. Non, ça ne finit pas, parce que c'est bonjour tout au long de l'année. Voilà. Ah oui, à chaque fois qu'on nous invite dans une région, on y sera pour bonjour. Même si c'est, on va dire, en juin ou en juillet, ça sera bonjour pour nous. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le 2 mars 2018. Le 2 mars est une date importante également pour le Maroc, un pays ami et frère à la Côte d'Ivoire. Le 2 mars 1956, la France reconnaît la fin du protectorat instauré sur le sultanat du Maroc en 1912. C'est la conclusion de la conférence ouverte à Aix-les-Bains le 22 août 1955 à l'initiative du président du Conseil, Edgar Faure, et de son ministre des Affaires étrangères, Antoine Pinet. Donc 2 mars 1956.
1956, indépendance du Maroc. On salue tous les Marocains qui sont en Côte d'Ivoire et tous ceux qui nous regardent du Maroc. On vous fait donc un gros coucou. Voyage, voyage, vous avez dit voyage. C'est comme ça qu'on ouvre toujours au matin bonheur. Aujourd'hui, Nessie me l'a dit tout à l'heure. Ça c'est un reportage pour vous. Oui, ça va vous faire plaisir. Ah bon? Vous aimez beaucoup ce pays-là? Oui, j'aime beaucoup. Je ne vais pas dire j'adore parce qu'à Dieu seul l'adoration, mais j'aime beaucoup ce pays-là. Cuba. Vous avez préparé vos vacances pour y aller? Merci. À Cuba, dans la capitale Havane, les fumeurs de cigares ou les amateurs viennent du monde entier. Il y a des arômes, il y a des odeurs, il y a le bien-être et puis il y a ces belles voitures là et ces vieilles habitations, vraiment vestiges d'un passage vraiment de bonnes choses. Il y a la salsa aussi. La salsa. Il y a tout un décor pour vous faire aimer la vie. Cuba, la Havane, cigares, tout un décor. Regardez. Vamos a hacer es un trabajo pequeño, 20 milímetros. Voilà, attention, on ne le dira jamais assez, fumer est déconseillé, c'est nuisible à la santé. Bon, il y en a qui crapotent tout simplement, en tout cas, il faut qu'on vous prévienne. Merci beaucoup. Alors, Nessie, oui. Aujourd'hui, on va parler donc dans la thématique de l'influence des réseaux sociaux. Hein. Et il faut dire qu'ici en Côte d'Ivoire, le réseau social qui est très prisé, c'est Facebook. Mais avant Facebook, il y a eu un autre réseau qui a été créé en 1995. Ça s'appelait Classmate. Donc, c'était le premier réseau social créé par Randy Korads. Donc, l'objectif de ce dernier... Randy Korads. Donc, l'objectif de ce dernier était de permettre aux anciens camarades de classe de rester en contact et tout ça. Et depuis la création de Facebook, eh bien, ce réseau social a perdu sa notoriété, a perdu tous ses abonnés. Donc, tout le monde s'est tourné vers Facebook, Twitter. Et aujourd'hui, ces réseaux-là prennent pas mal de place dans la vie de tout un chacun, de beaucoup de personnes. Donc on verra l'influence de ces réseaux dans nos vies. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On en parlera avec nos différents invités aujourd'hui. Marco, vous n'êtes pas très réseaux sociaux? Si, je suis juste, j'aime bien les réseaux sociaux parce que ça fait partie de mon temps, de notre temps, mais il ne faut pas en abuser, juste des photos pour montrer aux gens qui nous regardent, qui nous suivent par rapport au métier que nous faisons, que ces photos-là viennent effectivement de nous, parce qu'il y a des photos aussi qui peuvent aller dans la presse, tout ça. Donc, montrer aux gens qu'il y a une certaine centralisation, mais on ne va pas dormir quand même sur les réseaux sociaux et puis en faire une maladie. On fait tout pour ne pas en être esclave. Et ce qui est désolant, et ça, on va en discuter tout à l'heure, c'est que on a l'impression que parfois, à force de faire des clashs sur les réseaux sociaux, ou bien être à la mode sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément être à la mode dans la vie. Ce n'est pas forcément être une valeur. Avoir 50 000 likes, c'est bien, mais est-ce qu'on est vraiment un modèle? Est-ce qu'on a 50 000 likes ou bien 50 000 j'aime parce qu'on est bien, ou bien on a 50 000 likes, 50 000 j'aime parce qu'on a des choses à montrer? Bon, ça, c'est une grosse interrogation. Ce sont deux réalités carrément différentes. Il y a des personnes qui ont un certain comportement sur les réseaux sociaux. Ils sont très mal polis, ils n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent, mais ce qu'elles pensent des personnes. Et dès qu'elles sortent des réseaux sociaux, ce sont d'autres personnes. Ce sont d'autres personnes, alors que ça nous suit. Voici quelqu'un qui fait sur les réseaux sociaux. Absolument. Voici quelqu'un qui n'a pas eu besoin des réseaux sociaux pour avoir sa notoriété, parce qu'à son époque, ça n'existait pas. C'est l'un des plus grands journalistes français de tous les temps. Il s'appelle
Camille Desmoulins, journaliste de la Résistance. Il fait partie de ceux qui ont fait bouger, qui ont fait avancer la société française. À l'origine, c'était un avocat peu doué, qui bègue, qui ne maîtrisait pas l'oratoire. Et puis, à force d'abnégation, à force de courage, il est devenu quelqu'un de brillant, un brillant journaliste, apprécié pour son charme et son enthousiasme. Il se fait connaître par 2 discours, la France libre et le discours de la lanterne aux Parisiens. Il y a beaucoup de rues, d'impasses, d'endroits qui portent son nom du côté de la France. N'oubliez pas Camille Desmoulins, donc décédé, né un 2 mars 1960 à Guise-en-Thiérache et puis décédé le 5 avril 1794 à Paris. Il a trouvé sa voie un peu comme notre invité de l'entrepreneuriat, de la rubrique entrepreneuriat, Emmaüs Touré. Donc il était sur la mauvaise voie, il a fini par trouver sa voie et il a excellé dans son domaine d'activité. Alors, on a des astuces aujourd'hui? Effectivement. On va parler de quoi dans nos trucs et astuces? Des astuces avec du vernis. Qu'est-ce que ça donne? Dans trucs et astuces, on verra. Astuces et conseils. Hein. Astuces et conseils. Trucs et astuces, astuces et conseils. En tant que femmes, nous prenons souvent plaisir à nous refaire une beauté. Par exemple, faire nous-mêmes une pose vernis. Malheureusement, ce matin, notre vernis dérape et se renverse sur notre beau vêtement. Pour éviter de jeter votre vêtement préféré à la poubelle, nous vous proposons une astuce pour enlever cette tache de vernis. Pour commencer, enlevez le surplus de vernis à ongles tout en tapotant doucement à l'aide d'une feuille d'essuie-tout. Ensuite, couvrez la tache d'une autre feuille d'essuie-tout et mettez le vêtement à l'envers. Avec un torchon, appliquez sur la tache de l'acétone pur ou du dissolvant à base d'acétone. Enfin, passez votre vêtement au lavage. Voilà, plus besoin de jeter votre vêtement taché de vernis, facile et pratique comme astuce. Facile et pratique. Donc Marco, vous n'aurez plus besoin de vous plaindre. Non, moi c'est pas moi, ça c'est vous. Non, vous n'avez plus besoin de vous plaindre de moi. Oui, si je vous salis avec mon vernis, vous pourrez réutiliser votre vêtement. On peut me salir comme vous voulez. Ouais. On a l'astuce. Alors, 6h16 partout. En Côte d'Ivoire, principalement au pays Wobé. Ça tombe bien. On va parler Wobé pendant les minutes qui suivent. Avec plaisir, nous allons recevoir M. Émile T. Donc, Émile Tia, désolé. Émile Tia, conseiller de la chefferie, zoom sur le peuple Wobé. C'est avec lui, très très bien habillé, magnifiquement vêtu. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Vous allez bien? Assez haut. Assez haut. C'est comme ça qu'on dit bonjour. Oui, assez. Aux femmes et aux hommes? Bon, assez haut, ça c'est une formule qui passe partout. Partout. Mais chez nous les Wobé, le matin, on dit mon Dieu. Mon Dieu. Voilà. Aux femmes et aux hommes. Voilà. Mon Dieu, aux femmes et aux hommes. Voilà. Et à midi? À midi, bon, à Taï, si vous êtes déjà vu, que c'est toi qui arrives à Taï. Et le soir? Le soir, c'est le même à Taï aussi, si tu dois. À Taï? Voilà, à Taï. À Taï. À Taï, parce qu'on a un à Taï, Rodrigue. On a un chansonnier qui chante à Taïo. Bon, c'est ça. Moi, j'aime bien les chansons les chansons de votre terroir. C'est rythmé, tout ça. Oui, ça, c'est vrai. Alors, monsieur Tia, les Wobé viennent d'où? Dites-nous tout. Parlez-nous des Wobé. Merci. C'est qui les Wobé? Ils viennent d'où? Quand on est arrivé en Côte d'Ivoire? Avant tout propos, je voudrais d'abord vous remercier. Remercier la télévision ivoirienne. C'est nous. De me permettre de m'exprimer, même s'il s'agit de mon peuple. J'ai été quand même invité, je dois retourner un remerciement à Matin Bonheur et à la RTI. Et dire aussi la reconnaissance de tous nos chefs coutumiers qui m'écoutent à ce moment. Merci, je fais une réserve. Je ne suis pas le dernier spécialiste de l'histoire des Wé. Il y a certainement des érudits qui m'écoutent. Mais si quelqu'un veut apporter un compliment,
trop de viande ne gâte jamais la sauce. Bien sûr, donc, bien sûr. il peut appeler pour ajouter quelque chose. Vous posez la question de savoir d'où viennent les Wobé. Moi, j'ai une expérience personnelle. J'ai les informations en tant que fils du terroir. Je suis de la descendance de la chefferie. Mon grand-père était chef, mon papa était chef jusqu'à son décès. Mon oncle qui vient de décéder a été chef. Et moi-même, j'ai fait le conseil général à l'ouest là-bas. J'ai 60 ans, donc je suis dans le sujet. Et vous posez la question de savoir d'où viennent les Wobé. Je peux affirmer que les Wobé viennent du Libéria. Ils font partie du groupe Krou. Le groupe Krou qui est parti du Libéria avant le 15e siècle pour s'installer dans l'actuelle Côte d'Ivoire. C'est à partir du 15e siècle que les navigateurs et les colons sont venus pour écrire un peu l'histoire de ce pays. Donc, moi, j'ai parlé tout à l'heure de mon expérience personnelle. C'est qu'en 1988, j'ai fait un voyage au Libéria. Je voulais vérifier pour savoir si c'est vraiment nos origines là-bas. Cahier de retour au pays. Oui, cahier de retour au pays natal. Et donc, j'arrive à Monrovia et j'ai posé la question aux Libériens de savoir est-ce qu'il y a des Wé ici, il y a des Wobé ici. Attendez, au niveau de la... Wé, Wobé, clarifie. Voilà, il faut que je clarifie ça. Oui. Les Wé, c'est le nom commun pour les Guérés et les Wobé, qui appartiennent à la même famille. Eux-mêmes, ils nous appellent les gens du Nord et nous, on les appelle les gens du Sud. Voilà un peu pour la clarification. C'est le même peuple. Donc, je suis arrivé à Monrovia, à City Hotel, un an avant la guerre du Libéria, et on m'a dit qu'il y a une femme qui est aux eaux de Monrovia. Je suis allé poser la question à la dame. J'ai dit, vous êtes venu de la Côte d'Ivoire pour être ici? Elle dit, mais toi, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Elle dit, mais c'est vous qui êtes parti d'ici pour aller là-bas. Donc, ça, c'est une histoire pour dire que, véritablement, nous sommes partis de là-bas. Et quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous êtes installé où? Bon, avant le 15e siècle, là où les Wobé sont actuellement, c'est-à-dire dans le département de Kwibli et de Fakoubi, c'est les deux départements, là où ils sont, en tout cas, déjà au 15e siècle, ils étaient là-bas. Le colon les a trouvés là-bas. Voilà. Donc voilà pour la position géographique des Wobé. Et vous êtes arrivé là, et c'est de là que tout est parti. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu encore d'autres peuplements? Comment s'est passée l'organisation de la société Wobé? Oui, là, c'était le dernier rempart, c'est le Boribana. Ils sont arrivés là parce que nos parents, même le colon le sait, nous sommes des guerriers farouches. Pour partir du Libéria et se retrouver à l'intérieur du pays, il faut, à la recherche du meilleur, faire la guerre. Au passage, pour pouvoir s'installer. Et donc, nous sommes arrivés là. Vous avez le nom de la personne qui a pu conduire tout ce peuple-là, chef historique? Moi, je suis trop jeune, ça fait longtemps quand même. Mais nous savons, quand on regarde d'aujourd'hui, je rentre par exemple dans tous les villages du pays Wobé, il y a des guerriers, il y a une famille, c'est des guerriers. Ça, c'est vraiment commun, le trait d'union à tous les villages. Vous avez un nom? Oui, ceux-là, on les appelle les Tapouis. Les Tapouis. Tapouis, c'est les guerriers. Et ils sont là pour faire la guerre. Tapouis. Tapouis. Voilà. Les Tapouis. Ce sont des hommes? C'est des hommes. Il n'y a pas de femmes? Bon, mais c'est une famille, il y a des femmes dedans, mais c'est les hommes qui font tout. Ceux-là, leur spécialité, c'est la guerre. Ils font la guerre et ils ont des droits au plan coutumier. Ce sont des gens, ils sont forts de la chefferie, mais ils sont au village. Il faut leur donner tout ce qu'ils demandent, parce que ce sont des gens qui sont prêts à se sacrifier pour la cause. Ce sont les soldats d'élite. C'est les soldats d'élite. De la société Wobé. Et ça continue d'exister? Ils sont toujours là, mais aujourd'hui, avec l'avènement de la République, n'importe qui ne peut pas se lever pour faire ce qu'il veut. Il faut agir dans les limites de la loi. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils sont présents au village comme les autres familles. De façon symbolique? De façon symbolique. Bon, ils sont là, ils sont travailleurs, ils assument leur quotidien. Ils ont pu décliner ça sous une autre forme. Voilà, mais on tient compte, il y a par exemple au niveau de la chefferie, les notables qui entourent le chef, il y a le représentant des Tapouis, la famille des Tapouis qui est là. Puis il est un peu le conseiller pour les questions de défense et
Alors, comment se gère au quotidien la société Wobé? Les prises de décision, les conclaves, comment est-ce que, voilà, dites-nous tout s'il vous plaît. Bon, ben, il y a le chef qui est le responsable, le premier responsable. D'accord. Il est entouré des notables. Et les notables sont choisis dans les familles qui peuplent le village. Et chaque famille... Donc il doit y avoir beaucoup de notables? Ah oui, mais bien sûr. Autant de familles qui sont présentes. Moi, je suis d'un village cosmopolite. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire. Nous avons des Baoulés chez nous, on a des Mourés chez nous. Et puis même les familles Wobé qui sont en place, on a au moins 4 familles qui sont là. Et chaque famille a ses représentants. De telle sorte que le chef, quand il convoque son conseil, en tout cas, il a l'information, tout ce qu'il faut pour traiter ce qui est sur la table du jour. Mais à quel moment le conseil est convoqué? Quand il y a des décisions importantes à prendre ou bien... Bon, l'administration peut... Une date annuelle. Voilà. Non, c'est à tout moment, chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre, soit c'est l'administration, aujourd'hui, je parle du contexte d'aujourd'hui, l'administration demande au village de faire ceci, cela, on convoque le conseil. Et le chef entouré des notables, de telle sorte que les informations aillent dans la famille. Ça, c'est un. Il y a aussi au moment du règlement des litiges. Voilà, on les appelle pour que chacun apporte son expérience. Parce que le premier rôle de nos chefs, c'est d'abord de réconcilier. Quel que soit ce qui arrive, on essaie de convaincre le fautif et il vient demander pardon. S'il y a une amende, il le fait. Et puis, bon, ben, on verse de l'eau pour réconcilier les familles et on repart. Et quelles sont les activités principales de Wobé? Ben, au plan, par exemple, de culture. Oui. Bon, les habitudes culinaires. Vous devez savoir que nous sommes... La culture, la culinaire, la pêche, qu'est-ce que vous faites? L'agriculture, oui, l'élevage. Nous sommes un peuple, nous sommes partis d'une situation d'aborigène, parce que c'est le passé de tous les peuples noirs. La forêt, c'était la cueillette et la chasse. Et puis, avec l'avènement de la colonisation et puis de la République, l'ouverture du pays, il y a des nouvelles cultures qui sont rentrées. Donc, chacun a adopté, a continué à consommer ce qu'il aimait. Donc, aujourd'hui, je peux dire que le Wobé, on est parti d'abord de la sauce au blé. C'est une amande, vous connaissez, ça, dans tout le pays, le blé bas est connu. Mais c'est le fruit, c'est une cueillette, c'est un arbre qui existe en forêt. On cueille l'amande et on fait une sauce bouillante. Ça, c'est connu. Avec le bar, le manioc. Bon, le riz est rentré après, on le mange avec le manioc. Moi, j'aime manger ça avec le riz. Ah oui, le riz et votre peuple d'ailleurs, c'est une belle histoire d'amour. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Après le journal, on va bien parler donc des habitudes culinaires du peuple Wobé. On va parler de la place de la femme, et on va parler un peu de l'ère nouvelle aussi qui s'ouvre pour vous avec de nouvelles choses. Je rappelle, mesdames et messieurs, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau M. Émile Tia. Il est donc conseiller de la chefferie. Zoom sur le peuple Wobé. Zoom sur tout ce qui fait bouger la société, tout ce dont vous avez besoin, comme par exemple la météo et l'information. C'est à Matin Bonheur, la plus grande émission en direct du matin d'Afrique de l'Ouest. Merci d'être en notre compagnie. On se retrouve dans un instant. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Vos prévisions météorologiques pour cette journée. L'ouest, le sud-ouest et le littoral resteront nuageux dans la matinée avec des possibilités de pluie notamment à l'ouest et sur les régions du sud-ouest. Le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé dans les zones nord, centre et est. Les températures concernant la matinée, on notera 25 degrés comme maximale à Abidjan, à Diaké, à Bondoukou ainsi que sur la ville de Boaké dans le Gbeke. 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Dambokro comme à Gagnoa, 24 degrés à Korogo, 22 degrés à Man, 24 degrés à Odiéné, à San Pedro ainsi qu'à Sassandra, 23 degrés à Tabou, enfin 25 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, les parties centre et ouest seront instables avec des formations de cellules orageuses suivies d'averses en milieu ou en fin de période. Le sud forestier et les régions du littoral pourraient être intéressés par des averses localisées. Le nord et l'est seront partiellement nuageux et ensoleillés.
Les températures pour l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, à Boaké et Daloa, 36 degrés de maximal à Dambokro, 32 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, 33 degrés à Man, 35 degrés à Odiéné. Il fera 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 30 degrés de minimal à Tabou, enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. On férit ceux qui sont ici. 6h30. Hier, jeudi 1er mars, l'Ivoirien Jean-Claude Brou a officiellement pris fonction à la tête de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans. Il remplace à ce poste le Béninois Marcel Alain de Souza. La cérémonie de passation de charge a eu lieu au siège de l'institution à Abuja, au Nigeria. Jean-Claude Brou est le premier Ivoirien à occuper cette fonction et le 15e président de la commission. Mahama Traoré. Une fois de plus, le destin professionnel de Jean-Claude Brou le conduit sur la scène internationale. Cette fois, c'est la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui l'accueille en qualité de président de la commission. Désigné le 16 décembre dernier par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, Jean-Claude Brou a succédé ce jeudi 1er mars au Béninois Marcel Alain de Souza. Un président sortant qui repart confiant au regard du profil de son successeur. Jean-Claude Brou, désormais ex-ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, est un ancien du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Brou est un cadre compétent et expérimenté, bien au courant des défis majeurs de notre région et des grands sujets qui préoccupent actuellement notre organisation régionale. Tout comme nos prédécesseurs, vous devez ajouter d'autres jalons essentiels à l'édification d'une CEDEAO économiquement développée, dans un environnement bien sécurisé, la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et le respect des droits de l'homme et des citoyens. Bien de défis attendent le nouveau président de la commission de la CEDEAO, entre autres, lutte contre le terrorisme, maintien de la paix, consolidation de la démocratie, recouvrement des prélèvements communautaires, rationalisation des charges ou encore création de la monnaie unique de la CEDEAO à l'échéance 2020. Ces quelques défis, nous pouvons et nous devons les relever. Cela est possible avec de l'audace, de l'innovation, de la rigueur et l'engagement de tous à œuvrer dans le sens de la vision tracée par les chefs d'État et de gouvernement. C'est pourquoi je voudrais placer ma mission sous le signe de la continuité, de la concertation et du progrès. Je ferai de la concertation un outil permanent de travail avec toutes les parties prenantes afin de rechercher ce qu'il y a de meilleur, toujours, pour notre communauté. Je voudrais donc vous exprimer à tous mon engagement à être votre partenaire pour faire avancer notre agenda commun partout où cela est nécessaire, conformément aux objectifs du traité révisé de notre communauté et des orientations des chefs d'État et de gouvernement. Je ne ménagerai aucun effort à cet effet. Un effort à conjuguer avec les 15 nouveaux membres de la commission. Jean-Claude Brou est le premier Ivoirien à occuper les fonctions de président de la commission de la CEDEAO. Son mandat va durer 4 ans. Après le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la tribune, le petit-déj du patronat, a eu comme invité à sa 2e édition le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Temoko Melie Koni.
Le rôle de la Banque centrale dans le développement du secteur privé de l'UEMOA en général et celui de la Côte d'Ivoire en particulier était au cœur des échanges. Témoko Kone a rappelé les grandes réformes entreprises par son institution pour le financement de l'activité économique dans l'Union. Cheikh Kone. Le secteur privé ivoirien est l'un des plus dynamiques de la sous-région. En 2017, il a contribué pour 77,9% à la richesse nationale, 70% à l'investissement et plus de 75% à des crédits bancaires. Des performances remarquables, mais plombées par des contraintes liées aux difficultés d'accès au financement. Cette rencontre d'échange a permis au gouverneur Témoko Kone de faire le point des réformes entreprises par la BCEAO pour le développement du secteur privé. Dès 1973, à la création de la Banque ouest-africaine de développement, qui est l'institution commune de financement et de développement des économies de l'Union et qui apporte des crédits tant au secteur public qu'au secteur privé. L'Institut d'émission a également contribué à la création en 1996 du marché financier régional. Au nom des initiatives annoncées, le gouverneur de la BCEAO a fait cas de la mise en place d'un dispositif de soutien dédié spécifiquement au financement des PME. Lorsque le dispositif sera en place, il permettra d'apporter des innovations. Et la première de ces innovations, c'est le partage du risque. Revenant sur l'actualité relative à la création d'une monnaie unique de la CEDEAO d'ici à 2020, Témoko Kone a donné des garanties sur la contribution que cette monnaie pourrait apporter dans le développement du secteur privé. Il s'agit entre autres de la facilitation des échanges commerciaux ainsi que la fluidité des transactions entre les pays membres. Pour le patronat, ces échanges à bâton rompu ont permis de lever de nombreux équivoques. Nous avons eu un éclairage de monsieur le gouverneur sur l'évolution économique de notre zone, de notre région économique, et ce qui est également très important pour les chefs d'entreprise. Comme lors de la première édition, cette seconde édition a réuni plusieurs personnalités au nombre desquelles des ministres, des hommes d'affaires. La troisième édition de ce cadre d'échange est prévue se tenir dans le deuxième semestre de l'année 2018. L'Observatoire du service public a été lancé ce jeudi à la primature. Il doit permettre aux usagers de l'administration publique de ne plus être seuls face aux dérives constatées. L'OCEP jouera le rôle d'écoute, de contrôle, mais aussi de soutien aux populations. Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, le ministre Pascal Abinan présente l'OCEP. C'est l'Observatoire du service public. Sa mission, recueillir les plaintes relatives aux dérives des services publics en rapport avec les tracasseries et autres lenteurs administratives. L'OCEP est là pour contribuer à l'amélioration de la qualité du service public entre les usagers et l'administration. Votre satisfaction, notre priorité, c'est ça notre slogan. Et c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui passe le tout premier appel au centre. Comment puis-je vous aider, s'il vous plaît? Madame, bonjour. C'est Amadou Gon Coulibaly. Très bien, monsieur Amadou. Comment puis-je vous aider, s'il vous plaît? Écoutez... L'Observatoire du service public se veut canal entre l'administration et les usagers. Une écoute permanente, guidée par le souci de transparence, de traçabilité, mais surtout de responsabilité dans l'action gouvernementale. Notre administration, il faut le reconnaître, est souvent critiquée pour sa lourdeur, pour sa lenteur, ainsi que pour son manque donc, de transparence. Par ailleurs, faute d'un cadre formel de dénonciation et de mesure de la satisfaction des usagers du service public, ces interpellations s'expriment de manière donc informelle sur les réseaux sociaux, ici et là. L'Observatoire du service public, créé en février 2017, constitue donc une réponse à cet état de fait. Il ambitionne de répondre, entre autres, à la nécessité de préserver les principes de l'égal accès aux services publics pour tous les citoyens et tous ceux qui sont en relation avec l'administration publique. L'occasion pour le chef du gouvernement d'appeler les acteurs du secteur à un service de qualité. Le processus lancé ce jour concerne donc la phase expérimentale de 3 mois. J'encourage les équipes de l'OCEP mobilisées à redoubler d'efforts pour capter tous les signaux
qui seront envoyés par les citoyens durant cette période et au-delà. J'invite l'ensemble des usagers du service public à participer à cette phase expérimentale pour permettre d'ajuster l'outil afin de répondre de plus en plus efficacement à leurs réclamations et sollicitations. La saisine de l'OSEP se fait par courrier, courriel, appel téléphonique. L'Observatoire dispose d'un centre d'appel joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 22 40 98 98. Le gouvernement exprime sa compassion à la famille du petit Bouba, un enfant de 4 ans enlevé, torturé, tué et enseveli le week-end dernier par son meurtrier. C'est un bijoutier exerçant dans le même quartier de Williamsville que sa victime. Hier, le gouvernement a apporté son soutien à la famille. Mamadou Kwasi. Difficile et douloureuse séparation. Le petit Traoré Aboubakar, dit Bouba, enlevé puis assassiné et porté en terre sous le regard impuissant de son père. Ce moment a mobilisé des centaines de personnes, des membres de la famille, des amis, mais aussi des anonymes. Tous venus témoigner leur soutien à la famille, mais aussi pour dénoncer ces crimes. Non, je ne le connais pas particulièrement. Bon, compte tenu de la vague que son meurtre a suscité sur les réseaux sociaux, nous sommes venus juste apporter notre témoignage. Dis non, non à l'enlèvement des enfants, non au sacrifice humain. Non à toutes les atrocités. En tant que voisine et mère, on ne pouvait pas rester parce que ce que vit cette femme-là, toute femme dans ce monde en train de vivre ça. À travers Bouba, nous allons retrouver les enfants qui ont disparu. Bouba n'est pas mort pour rien. Continuons la lutte contre ces criminels. Avant l'ultime séparation, Bouba a eu droit à la prière mortuaire faite par l'imam central d'Azaguié, à la grande mosquée de la ville. Puis, cap est mis sur le cimetière, où Bouba repose à jamais aux côtés de son grand-père, dont il porte le prénom. La famille bénéficie pour la circonstance du soutien de la ministre de la Famille, de la protection de l'enfant et de la solidarité. Le professeur Maria Toukoun est venu témoigner la compassion du président de la République, Alassane Ouattara, et de l'ensemble du gouvernement. Elle rassure les parents que justice sera faite. Nous estimons que c'est une situation qui est intolérable. Ce crime ne restera pas impuni. L'auteur du crime a été arrêté. Et en tant que ministre en charge de la protection de l'enfant, je veillerai particulièrement à ce que justice soit rendue. Tout en dénonçant l'acte qu'elle qualifie de barbare, la ministre Maria Toukoun invite les parents à la vigilance et à dénoncer tous les actes criminels. Les enlèvements d'enfants, nous sommes en train de constater que c'est un phénomène qui devient récurrent. Et donc, vigilance aux parents, vigilance aux parents, vigilance aux parents. Faites en sorte que vos enfants ne se laissent pas enlever par des gens qui sont vraiment familiers à la famille, pour être des bonbons, pour des jetons. On appelle les enfants et voici ce qui arrive. Le numéro, c'est le 116. C'est une ligne sur laquelle tous les Ivoiriens, toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire peuvent téléphoner pour signaler tous les cas suspects. Parce qu'il faut dénoncer ces situations-là. La ministre de la Famille, de la protection de l'enfant et de la solidarité a également souligné que les parents bénéficieront d'une prise en charge psychologique afin de leur permettre de faire face à ce drame qui suscite beaucoup d'émotions. Hors de nos frontières, le président en exercice du principal parti d'opposition du Zimbabwe, Nelson Chamisa, a été investi hier candidat à l'élection présidentielle prévue cette année, la première depuis la fin des 37 ans de règne de Robert Mugabe. Des défenseurs kenyans de l'environnement ont exprimé leur inquiétude ce jeudi et leur indignation après le début de la construction d'une ligne de chemin de fer dans le parc national de Nairobi, en dépit, selon eux, d'une décision judiciaire ordonnant la suspension du projet. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci Maï. Merci. Vous connaissez les Wobé? Plus ou moins, oui. Vous avez entendu parler de cette légende. Attention. On ne dira pas ici. De quelle légende? Non. On en parlera hors antenne. Allez jusqu'au bout. Allez, nous avons avec nous un expert. Donc lui, il maîtrise plus ou moins le peuple Wobé. Donc depuis bientôt 10 minutes. Il est Wobé, donc il n'est pas expert, mais bon, il est obligé de... C'est chez lui. Non, Marco, attention. Vous êtes Annie, si on vous pose des questions ici. Oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Mais si je peux répondre quand même. D'accord. Donc on va continuer notre échange avec Monsieur Émile Tia. Donc on parlait du peuple Wobé. Donc vous nous parliez des habitudes culinaires.
Et on revient sur les activités principales. Donc, vous nous disiez que les Wobè vivaient dans le temps de la cueillette et de l'élevage et de la chasse. Oui. Et maintenant, ça continue? Ça a évolué, comme je l'ai dit, avec la pénétration des nouvelles cultures, que sont le riz, la banane. Nos parents ont fait leur choix selon leur goût. Moi, j'aime le riz. Moi, je mange beaucoup plus de riz. Voilà. Il y en a qui préfèrent le manioc. On mange beaucoup de manioc du côté de Fakobi. Moi, je suis du côté de Sémia. Nous faisons frontière avec les Koya de Séguéla. D'accord. Mais moi, mes parents, ils mangent aussi le riz, la banane, mais on mange aussi le tau. Le tau, ce qui est fait à base du manioc. Voilà, donc chacun a choisi ce qu'il préfère. Généralement parlant, M. Tia, quand on arrive dans une famille Wobè, quel est le plat qui sort de façon instinctive? Qu'est-ce qu'on vous sert? Le riz est un peu, de nos jours, au centre de tout. Lors des funérailles, quand un étranger arrive, parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut mettre le volume. Nos parents, on offre à l'étranger, c'est pas comme les Blancs, on te donne, on te sert juste ce que tu peux manger. On peut te servir le plat de 15 personnes. Le hospitalier. Oui, très très hospitalier. Tu as le plat de 15 personnes. Il faut manger, il faut finir. Il y a quelqu'un qui te suivait, il y a qui dit non, mange, pour voir. Il n'y a pas de limite. Si tu peux finir, c'est bon. Mais on te sert de telle sorte que tu puisses pas finir. Et que tu dises, vraiment, vous m'avez battu, j'ai bien mangé. C'est quoi l'objectif? L'objectif, non, mais on sert, le visiteur, c'est d'abord l'hospitalisation. Voilà. Le fait d'être hospitalier, on le sert de telle sorte que lui soit vraiment satisfait. Ils disent, en tout cas, j'ai mangé, je n'ai pas pu finir. Parce que c'est une honte pour la femme qui reçoit de donner son plat, que tout soit mangé. Si tout est mangé, ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Voilà. Peut-être parce que c'était bon aussi. Oui, mais bien sûr, mais on ne va pas plus loin. Il faut servir de telle sorte que l'étranger l'abandonne. Ils disent ça. Vous habitez vers où? Moi? Oui. Marco va vous rendre souvent visite. Chez moi, mais vous venez à moi, mais il y a des gens qui peuvent, trouver. Moi, je connais des gens, des mangeurs d'élite qui peuvent finir. Hein. Si vous en avez sur la place, amenez-le moi ici. Chez nous, là-bas, on va le faire reculer. Alors, on va parler un peu des masques. Oui. Des masques maintenant. Votre société semble-t-il rythmée par les masques. On peut en parler un peu? Voilà. On va y en arriver, mais en tant qu'un doyen, moi j'ai une culture pour expliquer un peu ce qui se passe chez moi. Vous savez, Dieu a fait les hommes avec la capacité de mettre leur foi en quelque chose. Dès que l'homme sent la finitude, il sait qu'il a une fin, il peut disparaître d'un moment à l'autre, il cherche un refuge. Et les chrétiens, à la place de la foi, les chrétiens ont dit, prenez Dieu, parce que c'est Dieu qui gouverne, c'est lui qui permet de faire tout. Moi, je suis chrétien. Mais... Les chrétiens, c'est plutôt Christ. Oui, bien sûr. Jésus-Christ. Les musulmans aussi, ils ont foi en Dieu, Allah. Maintenant, nous sommes dans l'Afrique antique. Il n'y avait pas de christianisme. Il faut que les gens mettent leur foi en quelque chose. Donc, le masque est né pour être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le masque... c'est le régulateur de la société, c'est lui qui rend la justice. Sa décision est sans appel, et pour mettre fin, en tout cas, à des polémiques, à des histoires que les hommes eux-mêmes ne peuvent pas régler. Ça, c'est ça. Maintenant, le masque, il y en a d'une région, d'une localité à l'autre, vous allez rencontrer le masque ou le cuit. Le cuit, K-U-I. Voilà. Mais la signification du cuit, ça veut dire le blanc, c'est l'étranger. Ah, le blanc. Quand le blanc est arrivé pour la première fois. La peau blanche. La peau blanche. C'est pour ça la couleur blanche. C'est la prononciation, c'est comme ça, cuit. Le cuit. D'accord. Le cuit, c'est on voit en l'Européen qui arrive un étranger. C'est le nom cuit. Donc ce cuit-là qui est transféré au masque, le masque n'est pas comme les humains. Il vient d'ailleurs, du pays des esprits. Donc, il y a le cuit. Donc, le blanc était considéré un peu comme un dieu. Oui, mais bien sûr, bon, il vient de l'étranger. On n'a jamais vu quelque chose. Voilà. Bon, donc, moi, mon village, là, c'est le cuit qui est chez moi. Il n'y a pas de masque. Le masque n'est même pas pied chez moi. Mais le masque existe ailleurs, à Quibli.
À Quibli. C'est pas parce que le nom est Qui qu'ils ont adopté, mais ils ont fait leur choix. Bli, c'est quoi? Bli, c'est chez. Chez. Voilà. Quand on dit Quibli, c'est chez Qui. Parce que les colons se sont installés d'abord là-bas. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Mais sinon, le village de Quibli avait son nom. Son nom, c'était Miambli. Voilà. Mian était là-bas. Bon, c'est l'ancêtre Mian qui était là-bas, Miambli. Mais Qui, c'est le blanc. Le colon était installé là-bas. Et Fakobli, qui était installé là-bas? Bon, c'est Fako qui était là-bas. Où vous entendez les Bli, en tout cas, c'est Chétan. Le nom qui précède Bli, c'est le nom de celui qui était là. Un peu comme chez les Baoulés, Kro. Voilà, Kro. Alors donc on continue, par rapport au masque. Oui, au masque. Donc les masques, il y en a à Quibli. Il y en a. Ils sont voisins des Guérés. Il faut dire que dans notre culture, il y a le voisinage qui influence la culture. Et ceux qui sont voisins des Guérés, ils ont les masques. Et tous les masques, même les masques qui sont dans les villages Wobé de Fakobli, parlent le Guéré. Les masques parlent. Voilà. Ça là, c'est une culture qui est importée du pays Guéré. Le masque. OK. Chez nous, le Kui. Le Kui, c'est la même entité. C'est un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et il rend aussi la justice. Et il est là. Mais la différence entre le Kui et le masque, c'est que le Kui de chez nous, il n'y a que les initiés hommes qui voient le Kui. Les femmes n'ont pas le droit de voir le Kui. Les femmes ne voient pas le Kui? Non, non, non. Le Kui, il chante dans le village, mais quand il doit sortir, on fait une case avec des nattes et il est dedans pour ne pas être vu par les femmes. Il n'y a que les initiés. Et si Pam regarde, une femme voit... Elle voit ça, bon, elle va subir, il y a une sentence. Bon, ben, c'est un clan. Quand on dit femme qui voit ça, elle va subir tant, on fera tout pour qu'elle subisse ça. D'accord. Ça, et les femmes, elles le savent chez nous, elles ne cherchent pas à s'aventurer. Monsieur Tia, ça tombe bien, parlons des femmes. Le mariage, comment ça se passe? Très bien, très belle question. Quand on va doter une femme, les femmes Wobé sont belles, hein? Oui, très belles. Elles sont très belles. Les beautés sont vraiment chez nous. Oui, on a la liberté de choix. Chacun, le président fait ses choix. Il regarde les rondeurs, il regarde tout ce qu'il veut. Et puis il fait son choix. Bon, belle question, le mariage. On dit que je ne sais pas si c'est une légende, on dit que les femmes Wobé savent prendre soin de l'homme. Oui, bien sûr. C'est vrai. Elles savent charmer. Ah, le jour où tu auras une femme Wobé, je crois que tu vas divorcer tout celle que tu as. Oui, bien sûr, mais vous savez, bon, tous ces règles quand même au niveau de l'initiation. Je vais parler de ces chapitres-là comme ça pour arriver au mariage. Parce qu'on ne peut pas parler du mariage sans parler d'initiation. L'initiation chez nous, c'est la circoncision pour les hommes, l'excision pour les femmes. Avant. Je m'excuse, nous sommes à l'écran de la nation, le pays a interdit. Ça, en ce moment, c'est interdit. C'est interdit autre chose. Voilà. Et donc, quand la femme elle va dans l'enclos des excisés, il y a une femme qui a déjà fait ça. Voilà, c'était avant. On va mettre l'accent plutôt sur... Il y a une femme qui l'accompagne. Elle est déjà excisée, elle est une doyenne. Elle joue le rôle de marraine. Elle reste à côté d'elle jusqu'à sa guérison et elle sort. Mais cette femme-là, elle est la confidente. Oui, elle joue un rôle central. Dans ce moment-là, il y a d'autres choses qu'on fait aussi. Il y a d'autres choses qui sont faites, pardon. Il y a des conseils qu'on donne. C'est ça qui nous... C'est une formation véritable. Sur ça, Une formation parce que on amène le jeune homme à la circoncision ou bien la femme à l'excision pour la préparer, pour l'éduquer à son insertion dans le tissu social, en tout cas du terroir. Donc maintenant que c'est interdit, qu'est-ce que vous faites? Oui. Maintenant que l'excision c'est interdit, qu'est-ce que vous faites maintenant? Non, il y a des conseils? On fait des conseils, chaque père de famille essaie d'éduquer son enfant comme il le peut. On aime mieux ça. L'excisé a une marraine. Cette marraine, comme je veux parler du mariage, elle joue un rôle important. La règle générale chez nous, en pays Wobé, si tu aimes une femme, promesse d'amour entre les deux jeunes, il faut aller vers les parents, frapper à la porte pour dire que c'est toi qui viendras saluer, et elle, si on ne la voit pas, elle est chez toi. Comment on frappe à la porte? Bon, on frappe à la porte en apportant une pièce d'argent et puis de la boisson. Ce qu'on appelle coco. Voilà, communément coco. Communément coco. Mais vous avez déjà parlé à la femme? Oui, mais bien sûr. Elle est d'accord. Les deux se voient. Il y a une promesse d'amour entre les deux. Et puis, il vient faire coco.
pour que quand il va venir, on ne le chasse pas. Parce que les parents, il y en a qui sont sévères. Il y en a, la fille aime bien le monsieur, ben, on ne veut pas le voir là. Donc, il faut faire coco. Et puis les fiançailles. Les fiançailles, c'est la boisson, il y a de l'argent qu'il faut donner. Là, au niveau, au stade des fiançailles, la fille n'est pas obligée d'épouser, d'être l'épouse de ce monsieur. Elle peut avoir d'autres prétendants. Ça, si vous avez fait les fiançailles, que vous n'êtes pas allé à la dot, ou bien vous ne l'avez pas emmené chez vous, ben, ce n'est pas la peine. Bon, donc ça, c'est la règle. Donc, coco, fiançailles, dot. Et elle est votre femme. Mais elle peut être fiancée par plusieurs personnes et choisir qui elle veut. C'est ce que je vais en venir là. Ah. Si vous êtes, par exemple, au stade du coco ou fiançailles, quelqu'un d'autre peut venir. Il peut la fiancer. S'il est mieux peigné que vous, et il est charmant, et ça va avec la femme. Je vais vous raconter une histoire chez nous. Il y a, par exemple, pour charmer la famille, parce qu'au centre de ce schéma-là, il y a le beau-père, celui qui a sa fille à marier. Lui, il est considéré chez nous, les Roubaix, comme le rocher. On dit, si tu cognes le rocher, tu t'écorces. Si le rocher te cogne, tu t'écorces. C'est lui qui est au centre de toutes les décisions. Il peut donner directement sa fille en mariage en court-circuitant ces étapes-là. Ah bon? Ah oui, tout mieux ça. Mieux vaut s'entendre avec lui. Voilà, mieux vaut s'entendre avec lui. Aller travailler dans sa plantation. De sorte que des prétendants vont travailler pour le charmer, pour montrer leur capacité professionnelle, leur capacité à assurer la sécurité alimentaire de sa fille. Hormis ce volet-là, est-ce Oui. que ça vous arrive, c'est toujours de... Est-ce que chez vous on fait ça, le vol par exemple de la femme? Je vais en venir. Ah d'accord, comme il nous reste 3 minutes. Voilà, c'est permis. Ces étapes-là sont là. Et il y a des parents qui sont sévères. Mais il y a le choix. La fille peut aimer un autre prétendant qui ne vient pas travailler, qui n'a pas respecté tout ça, mais elle veut se marier. Il est paresseux, il ne fait rien, mais elle est fond de lui, comme elle on dit. s'entend avec sa marraine, celle qui a assisté pendant l'excision, pour lui donner l'information. Les parents ne seront au courant de rien. Et nuitamment, pouf, elle est partie avec le monsieur pendant que des prétendants sont en train d'accumuler les preuves au champ là-bas. Mais après, c'est la marraine qui gère derrière avec la famille. La marraine vient informer pour dire votre fille se trouve de l'autre côté. C'est elle qui a les vrais sons, les vraies sons. Et vous appartient d'aller chercher votre dot là-bas. À la vérité, il faut s'entendre avec le rocher, le père et la marraine. Voilà. Quand vous les avez dans la poche, entre guillemets, le tour est joué. Vous avez la Comme vous l'avez dit, pouf. Et des malheureux étaient dans le champ. Ils étaient des excellents cultivateurs, mais malheureusement... Ils étaient de bons cultivateurs, mais pas de bons stratèges. Ils avaient en face d'eux un stratège. Il est parti avec la femme. Et donc, apprendre à leur dépend. Et quand les parents, quand le père est d'accord, on va faire la dot, comment ça se passe? Bon, ben, la dot, hein, il y a la partie nature, il y a des pièces d'argent à donner au début, il n'y avait pas assez de sous. On donnait juste des pièces d'argent. Et puis, il y a le volet, comment on appelle ça déjà, la nature. La nature, il faut donner des pagnes et puis des boubous. Et puis, il y a la boisson. Voilà les 3 composantes. La dot est terminée, mais ce n'est pas fini. Au décès de cette femme, si elle décède, il y a ce qu'on appelle la dernière dot, qui te permet d'épouser une autre femme. Quand tu ne l'as pas fait, ça fait l'objet des guerres tribales. La dernière dot, quand ma fille se marie, elle est décédée, j'irai chercher la dernière dot après l'enterrement. On fait la dernière dot, on donne des pagnes et des boubous. C'est terminé, on n'a plus rien à voir avec vous, tu peux épouser notre femme. Si tu ne l'as pas fait, en tout cas, ça peut donner suite à une guerre. Si tu ne l'as pas fait, tu ne peux plus te remarier. Ben oui, c'est la règle, mais il y a des têtus. Hein. Des gens disent, moi je m'en fous. Je m'en fous, je n'ai pas fait, je me marie. Bon, alors, Nessie et moi, on a une question à poser. Oui. Je ne sais pas si on peut poser. Nessie voulait poser la question tout à l'heure. Oui. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux préjugés, ce que les gens disent sur le Roubaix? Bon, je ne sais pas. Je vois où vous allez. Mais non, moi je dis ça comme ça, hein. Je ne sais pas ce que vous avez vu, mais bon. Les gens disent des choses. Oui, ils disent des choses. Ils disent des choses. Voilà, les Roubaix font ça. Alors que moi, je vous vois là, vous êtes bien, bon, il n'y a pas de souci. Ils mangent. Ah bon, ça, je ne sais pas. Ils mangent l'homme, ils font ceci, etc. Ah bon, les gens disent ça? Ah ouais, les gens le disent, on sait, même il y a des chansonniers qui le chantent, Guéré, et moi et l'homme, etc., etc., etc. Moi, je dis que ça là, dans la nuit des temps, des guerriers, même ce n'est pas seulement au niveau des ouais,
au niveau en tout cas de toute la civilisation des guerriers pour cultiver leur agressivité et puis leur à combattre. Il se peut, parce que moi je suis jeune, je suis d'une époque où je n'ai pas encore vu ça. À 60 ans. Voilà. Et il se peut que ces pratiques-là obéissent à une règle. Il faut le faire pour ne pas être chose. Peut-être ça peut-être existé. Voilà, peut-être ça a existé, je n'ai pas vu. Okay. Mais je dis que... Nous allons mettre fin à ce... Marco, vous êtes bien en chair. Hein? Oui, merci. En tout cas, M. Tia, c'était un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. En tout cas, on a appris beaucoup de choses, notamment en dernière partie. Ouais. C'est officiel. Enfin, Nessie, je vous laisse conclure. Et surtout qu'ils mangent les hommes, pas les femmes. Non, on ne mange pas les hommes. Hein. Moi, je n'ai pas vu un guerrier ou bien un bébé manger l'homme. Oui, bien sûr, on comprend. Il a expliqué les faits historiques. Le cannibalisme, ça existe dans toutes les ethnies, partout. Nous allons demander au chef de plateau de venir. Il faut un plus ancien que moi pour confirmer oui ou non. Pendant ce temps, la rumeur circule. Et nous assumons. Ce qui me rassure, c'est que vous êtes plus proche de Nessie que moi. Voilà, merci beaucoup, monsieur Émile Tia, de la chefferie sur le thème Zoom sur le peuple roubaix. Un peuple sympa, hein, tout point de vue, accueillant, hospitalier, travailleur. Et puis, ça fait plaisir donc d'avoir toutes ces informations-là. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Dernière ligne droite de cette émission, dans quelques instants seulement, avec la thématique influence des réseaux sociaux. Nous avons le plaisir de retrouver sur ce plateau André Silver Conan, journaliste, blogueur, un homme pétri de talent de qualité. Ça fait plaisir de le retrouver. Et puis, le sociologue maison, mon préféré, le docteur Daniel Bien, qui est avec nous. Avec eux, on va discuter. Ce sera la dernière partie de cette émission après le peuple roubaix. On a votre bénédiction pour continuer l'émission. Hein? Mais bien sûr. On y va. La pub, et on se retrouve après. Le directeur général de l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS, communique. Les concours directs d'entrée à l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS, au titre de l'année 2018, sont ouverts dans les emplois suivants. Éducateurs, professeurs de collège, professeurs de lycée. Les préinscriptions se font en ligne sur le site internet www.ensabidjan.ci et prennent fin le 30 mars 2018, délai de rigueur. Infoline 22 44 42 32 40 00 76 14 ou se rendre au service des examens et concours de l'ENS à Abidjan Cocody. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour Korogo. Sous le patronage de son Excellence Monsieur Amadou Koulibaly, Premier ministre, maire de Korogo, sous le parrainage de Monsieur Lassina Ouattara, chargé de mission à la présidence, la RTI organise Bonjour Korogo, le samedi 3 mars 2018 à 20h au stade de Korogo avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par le maire de Korogo. Bonjour, un concept RTI. Votre nouveau magazine 34 présente sa nouvelle collection Idylle et ses fleurs qui mettent de bonne humeur. Elles se veulent élégantes et sophistiquées. Elles s'impriment amoureusement, à moitié finies, laissant la place à la rêverie. Découvrez ce bouquet de 12 bijoux dans votre magazine 34, disponible dans les points de vente habituels. Uniwax révèle l'élégance africaine.
Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé les modes de vie et de pensée de beaucoup de personnes. Maintenant, beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en détacher. Mais quelles sont leurs influences sur nos vies? On en parle maintenant avec nos différents invités qui sont bien installés. Mais avant, le postulat va être posé. L'influence des réseaux sociaux sur nos comportements. Dans un monde de plus en plus individualiste, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Google+, ou les blogs pour ne citer que ceux-là permettent de rapprocher les gens, les professionnels, de trouver des clients, etc. Mais certains se dévoilent tellement qu'ils se retrouvent presque nus sur la toile. Les réseaux sociaux et les blogs prennent de plus en plus de place dans notre vie. Si l'on parle de réseaux sociaux, on parle de virtuel. Mais à force de les utiliser, on finit par prendre ces choses pour la réalité. Alors, au cœur des causeries, ces questions. Avez-vous vu la dernière vidéo qui buzz? Une photo ou une vidéo publiée fait en un clin d'œil le tour du monde et très vite on reçoit des likes ou des j'aime. J'aime aller sur les réseaux sociaux parce que ça te permet de retrouver des amis et savoir un peu ce qui se passe dans le monde. La majorité des informations sur les réseaux sociaux sont vraies. Comme les enlèvements qui se passent présentement pour des enfants, voilà, les enfants disparus, on les retrouve d'autres morts, sans tête, voilà. Pour d'autres personnes qui n'aiment pas écouter les journaux, comme regarder la 1, la 2, voilà, qui vont sur les réseaux sociaux, ils apprennent certaines choses qui passent aussi à la télé. Sur les réseaux sociaux les plus utilisés, les plus communs, notamment Facebook, WhatsApp, quelques-uns. Mais il y a des réseaux sociaux dont je connais seulement le nom et sur lesquels je ne suis pas... voilà. Parce que ça me permet d'abord d'être en contact avec mes amis qui sont les plus proches et puis aussi ceux qui sont un peu lointains. Ça me permet de pouvoir faire passer des informations dans des groupes, souvent on le sait tous, hein, qu'on a l'habitude de créer. Et puis ça permet aussi à des entreprises de pouvoir faire passer d'autres informations pour pouvoir vendre des produits, pour pouvoir communiquer sur certains aspects du marketing et puis de la vente. Donc c'est un peu tout un panel qui me permet à moi de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Bien sûr que les réseaux sociaux influencent beaucoup sur le comportement, pas d'un individu, mais d'une masse. Je vois cela beaucoup par rapport aux sociétés, aux différentes sociétés qui utilisent beaucoup ce canal-là pour pouvoir vendre. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les community managers, des personnes dont le travail est uniquement d'utiliser les réseaux sociaux dans le but de pouvoir faire connaître une compagnie, de pouvoir vendre un produit, de pouvoir vendre une idée, de pouvoir vendre une marque. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil pour pouvoir atteindre ou faire parvenir ou communiquer sur un aspect dans tous les domaines. Là, je parle des sociétés, et même dans les politiques encore, c'est utilisé, mais je ne pourrais pas m'étaler sur tous ces aspects. Ils sont partout. Chaque jour au moins, un jeune va sur un réseau social. Facebook est le plus primé avec ses plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. S'ils sont bons pour communiquer, les réseaux sociaux ont aussi leur côté obscur. Tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, d'autres sont vrais, d'autres ne sont pas vrais. Les réseaux sociaux, ça change parce que je connais 2 personnes qui ont changé à cause de la drogue. Ils prenaient la drogue et sur le net, on a vu plusieurs personnes. On les prenait, on les enfermait et en tout cas, ils ont changé. Selon nous, on les voyait, la même dont on les voyait avant, ils ne sont plus la même chose. En fait, j'aime aller sur les réseaux sociaux pour plus d'informations, pour ce qui ne va pas, ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est sur les réseaux sociaux en général, on voit ça. Selon moi, tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est pas tout qui est vrai, mais il y a des sites qui sont plus performants, qui a des informations sur, et il y a des sites payés un peu n'importe quoi là-bas. En fait, les réseaux sociaux permettent à des gens, ça change la vie d'autres personnes et par contre d'autres personnes, ça détruit leur vie. Avantages ou inconvénients des réseaux sociaux.
Toujours est-il que vous pouvez être présent sur le web malgré vous. Même si vous n'avez pas de compte, les internautes peuvent parler de vous sur la toile. Alors, pourquoi ne pas être présent sur les réseaux sociaux pour maîtriser ce qui se dit et votre image? Grande question, voilà. Et nous avons donc avec nous un récapitulatif, hein, on peut redire ça, à ma droite, donc à votre gauche, bien sûr, le docteur Nielbien, donc, qui est coutumier du fait, on va dire ça comme ça, qui est toujours sur notre plateau quand il s'agit d'intervention au niveau sociologique. Et puis à ma gauche, à votre droite, mesdames et messieurs, André Silver Conan, que vous connaissez très bien. André Silver Conan, la première question, un réseau social, c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors, les réseaux sociaux, c'est, si vous voulez, l'ensemble des sites Internet qui permettent à des utilisateurs de se constituer un réseau d'amis et de connaissances donc, au sein de la société et qui offrent des interfaces d'interaction, voilà, de communication. Donc, vous avez réseau, parce que c'est un réseau d'amis, et sociaux, parce que c'est au sein de la société. Donc c'est un nouveau média qui a fini par s'imposer, surtout après l'élection de Barack Obama aux États-Unis, un grand utilisateur des réseaux sociaux qui a su utiliser les réseaux sociaux pour des fins absolument politiques. D'accord. Monsieur Nielbien, vous êtes sociologue. Alors, avant l'avènement des réseaux sociaux, comment les uns et les autres arrivaient à se sociabiliser, si on peut l'appeler, on peut le dire ainsi? Ben, avant les réseaux sociaux, nous avions ce qu'on appelle le tam-tam en Afrique. Nous avions les griots, nous avions les courriers, etc., etc. C'est-à-dire que tous les médias ou tous les canaux qui nous permettaient de nous rapprocher. Et avec l'évolution des technologies, comme il vient de le dire, la socialité, les liens sociaux ont été réels et en temps réel et automatiques. À savoir qu'aujourd'hui, vous tweetez, à la seconde, ça prend la terre entière. Donc c'est tout ce que nous avions comme élément de connexion, parce que dans la notion de réseau, nous avons la notion de lien, la notion de créer du lien, la notion de se rapprocher. Et donc c'est tout ce qui nous permettait de nous rapprocher à l'époque, à savoir qu'avec un tam-tam, on pouvait se rapprocher chez les Akans, dans toute la comté. Quand on entendait le tam-tam, on savait si quelqu'un était décédé, on savait si c'était un mariage. Donc c'était en quelque sorte les réseaux sociaux de l'époque. Pour certains, c'était carrément des messagers qu'on envoyait dans les différentes contrées pour apporter la nouvelle. Parfois, c'était les griots, parfois, c'était les troubadours. Et plus récemment, comme je l'ai dit, c'était la poste et les télégrammes. Alors, comme vous le dites, hein, tout ce que vous citez là, ça avait une influence. Hein. À l'époque, quand un messager vient, il y a un rituel pour l'accueillir. Quand un tam-tam annonce une information, il y a le comportement qui va avec. C'est la même chose, hein, Monsieur Conan. Les réseaux sociaux, tels que vous le définissez, là, ont indubitablement une influence sur la vie de tous les jours. Absolument, nous sommes au XXIe siècle. Voilà. Et c'est le siècle des nouveaux médias, des médias non classiques, des médias qui échappent à toute l'orthodoxie journalistique. Voilà. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour le cas précis de la Côte d'Ivoire, nous avons plus de 5 millions d'internautes. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre internautes, donc les utilisateurs d'Internet, et les utilisateurs des réseaux sociaux. On a plus de 5 millions d'internautes et 3,5 millions de profils sur Facebook, dont plus d'1,5 million qui sont actifs. Voilà, donc l'interaction quotidienne, elle est importante. Donc imaginez près de 1,5 million personnes, 1,5 million de personnes qui interagissent chaque jour, échangent des informations. Absolument, il y a une incidence sur la vie politique, sur la vie sociale, sur la vie économique. Et d'ailleurs, on a vu, hein, en Côte d'Ivoire, il y a eu des affaires qui ont éclaté suite à des informations qui ont été inventées sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte qu'on devient de plus en plus dépendant. Et M. Nielbien, dites-nous, la dépendance, elle se fait de façon spontanée ou de façon progressive? Ça dépend qui, parce que nous avons ce que nous appelons la génération réseaux sociaux. 2.0. Voilà. Donc ceux qui sont nés avec, pour qui déjà les parents ont commencé à donner des jeux, ce qu'ils prenaient pour être des jeux, et qui prédestinaient à l'utilisation des réseaux sociaux, eux, ils sont quasiment, je peux dire, 100% addicts et très addicts.
Et puis, il y a peut-être les gens de notre génération à nous qui allons souvent sur le net pour faire des recherches, pour essayer de compulser des informations pour savoir où est la vérité, de telle sorte qu'effectivement, les réalités sont diverses. Les réalités sont diverses, mais de plus en plus, on peut calculer en fonction du temps d'exposition. Si vous ne faites pas moins de 3 heures de connecté à votre micro portable ou à votre ordinateur, vous pouvez ne pas trop vous considérer comme quelqu'un d'addict. Sinon, il y a des vraies addictions. Il y a une nouvelle maladie d'ailleurs, le FOMO comme on l'appelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas son portable, ou que son portable est éteint, ou qu'on vient de lui voler son portable, c'est une hantise, une angoisse, un genre de stress. C'est comme s'il était nu, c'est comme s'il lui manquait quelque chose, c'est comme si le ciel allait lui tomber sur la tête. Voilà. Donc il y a un impact réel au point de créer des maladies, des angoisses, etc., etc. Alors quand on fait un peu le distinguo, Facebook n'a pas de rédacteur en chef, rien n'est contrôlé. Ça se régule, c'est une autorégulation, que ce soit Instagram, tout aussi. Alors quel lien, quel moyen trouver pour faire en sorte que les choses soient équitables et que ça puisse aider la société? Parce que de la même manière qu'il y a des personnes qui font avancer les choses sur le web, il y a des fake news, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travers. Et ça c'est pas bon. Ça bouleverse la famille, ça bouleverse la société. Absolument. C'est une problématique qui est mondiale. Hein. Je sais que le gouvernement ivoirien avait tenté de faire passer une loi sur tout support de publication dans la nouvelle loi sur la presse, qui a été d'ailleurs retoquée à l'Assemblée nationale parce que les parlementaires ont estimé que c'était 2 choses différentes, la presse et les réseaux sociaux, et c'était tout à fait normal. Facebook n'a pas effectivement de rédacteur en chef. Chaque personne, je vais dire, est son rédacteur en chef. Tous ceux qui ont un profil sur Facebook sont des rédacteurs en chef de leur propre profil. Mais il y a des mécanismes de régulation. C'est pourquoi Facebook a prévu une option de signalement. Voilà. Si une information est douteuse, si une photo choque les algorithmes de Facebook, parce que Facebook a des algorithmes sur, par exemple, la pornographie, sur la pédophilie, sur la nudité, voilà. Et donc, il est possible pour tout utilisateur, excusez-moi, de signaler une information douteuse, une information qui choque la conscience, une information qui choque, si vous voulez, les mœurs. Donc, c'est une forme de régulation. Mais la meilleure régulation est notre propre conscience. Voilà, il y a beaucoup de fake news, des gens qui arrivent sur Facebook pour donner des informations totalement erronées. Malheureusement, il y en a qui sont très populaires. En dépit du fait qu'ils donnent des informations souvent erronées, ils sont populaires. Moi, je dis toujours, le meilleur régulateur, c'est notre propre conscience. Ils sont populaires et influents. Oui, c'est malheureux, mais ce sont 2 choses qui sont à la fois différentes et complémentaires. Voilà. On peut être influent sans forcément être populaire. Et de la même façon, on peut être populaire sans être influent. C'est-à-dire qu'on peut être beaucoup suivi, et puis bon, quand vous dites des choses, les gens rigolent et puis ça passe. Puis ça passe. Justement, parlant de populaire, parlant d'être populaire, d'être influent, on a l'impression aujourd'hui que il suffit d'avoir beaucoup de likes, beaucoup de j'aime, beaucoup de followers, c'est comme ça qu'on dit, et tout ce qu'on dit est comme parole d'évangile. Aujourd'hui, vous mettez une vidéo sur les réseaux sociaux où vous insultez tout le monde, ou peut-être vous embrassez tout le monde, ou vous vous mettez nu, et ça marche. Et ce sont les modèles, ça devient à nos corps défendants des modèles pour nos enfants, entre guillemets. Oui, c'est ce caractère totalement incontrôlable de l'information qui constitue peut-être le premier danger des réseaux sociaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le tam-tam, on savait quel messager envoyer, on savait quelle vérité lui donner, on savait quel code, puisque la linguistique, le message, c'est toujours codé. Alors que Facebook, les réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est cru. On peut le dire sous toutes les formes. On peut jeter du sang, en faire une photo, en faire une vidéo, coucher un mort, tout est permis malheureusement.
malgré ce qu'il disait, on met des algorithmes, on essaie, mais très souvent, le fait même de vouloir combattre cela fait de la publicité à cela. Donc, on arrive à un schéma pervers. Et Facebook aussi, les réseaux sociaux permettent toutes sortes de fantasmes. Tout ce que vous imaginez, vous le pensez, vous le filmez, vous le projetez, et vous allez trouver cela aussi dans d'autres inconscients. Parce qu'il y a des choses qu'on pense, mais qu'on n'ose pas. Et dès que vous osez sur Facebook, vous voyez plein de gens qui viennent avec les likes, etc., qui apprécient. Et voilà aussi le grand danger de Facebook, c'est que toute la partie irrationnelle de l'homme, parce que dans les discussions face-to-face, où on se voit, où on s'apprécie, où vous pouvez penser quelque chose de moi, je me méfie, je me contrôle. Mais dès que je suis caché derrière le réseau social, on ne sait pas qui je suis. Comme il a dit, c'est un profil. Je peux mettre 25 ans, je peux dire un pays qui n'est pas vrai, je peux créer beaucoup de choses et je peux m'adonner à toutes sortes de fantasmes. Et ces fantasmes rencontrent aussi d'autres fantasmes et malheureusement, c'est parti. Et comme vous l'avez dit, plus on est connu, prenons le cas des Kardashians, plus tout ce qui sort, c'est pour ça qu'il y a Facebook est devenu quasiment une religion. Il y a un rapport quasi religieux, au sens de religare latin. C'est-à-dire que quand quelque chose sort sur Facebook, quand quelqu'un parle, on lui dit, mais où tu as attendu, où tu as vu? Il suffit qu'il dise sur Facebook, va voir telle page, automatiquement, ça passe pour vérité d'évangile. Mais qu'est-ce qui rend aussi addictif sur les réseaux sociaux? Ben, ce qui rend aussi addictif, c'est le fait que chacun pense qu'il peut contrôler sa vie, il a droit sur sa vie, et puis que la notion de vérité est plurielle. Avant, la vérité était unique. Elle venait des parents, elle venait du maître à l'école, elle venait du président de la République, etc. Ou des médias classiques. Ou des médias classiques. C'est passé à la Fraternité, télé. Matin, etc., pour ne pas les citer. Aujourd'hui, un accident a lieu, par exemple, je ne le souhaite pas, à la 2, quelqu'un filme tout de suite, il envoie sur les réseaux sociaux. Avant que même la RTI ne soit informée, les pompiers, avant les policiers. Donc, à partir de cela, il se prend automatiquement pour un producteur de vérité, pour un rédacteur en chef, etc., etc. De telle sorte qu'on est à l'affût, tout le monde fouine, tout le monde cherche tout de suite à trouver quelque chose pour faire le buzz. Parce que la fameuse notion de buzz a été vraiment quelque chose qui a révolutionné les réseaux sociaux. Qui va donner l'information qui va faire le tour de la Terre et qui va passer pour une star. Parce que aussi les réseaux sociaux marchent avec le phénomène de starisation. Alors, c'est vrai ce qu'il a dit. Hein. Aujourd'hui, en 2018, on ne regarde plus le journal télévisé à table avec les parents, tout ça. Non, non, non. Dans n'importe quelle position, vous avez accès à l'information, que vous soyez dans un campement, que vous soyez dans votre chambre d'étudiant. Et ça bouleverse le monde. Hein, absolument. Vous voyez, quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez 13% des utilisateurs qui vont sur les réseaux sociaux pour le divertissement. Vous avez 13% pour la technologie et les passe-temps et activités constituent pour 12%. C'est un euphémisme pour parler d'affairage, d'actualité, de buzz et tout cela. Voyez-vous, il y a, si vous voulez, une demande de ce genre d'informations. Il y a des gens qui... Tout à l'heure, le docteur a parlé de pouvoir, mais vous savez, la liberté, voilà. Les gens se sentent libres derrière leur écran. Ils créent un avatar, il en crée 1000, il vient, il vous désigne, il est libre. Voilà, mais il y a aussi l'interaction. Voilà, les médias classiques, tu payes ton journal, tu le lis, bon voilà, c'est terminé. Mais là, il y a l'interaction qui fait que les gens vont davantage sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut noter, c'est que les gens vont sur les réseaux sociaux avec, si vous voulez, un angle. Vous avez par exemple en Côte d'Ivoire, il y a, on va dire de façon prosaïque, les fous, comme Eskeli, comme... non, les fous en griffe, c'est de façon prosaïque qui se déterminent par... vous voyez, la singularité avec laquelle ils s'expriment. André Sylvain Conan, je me permets de vous couper. Oui. Est-ce que ces fous-là, en guillemets, n'ont pas compris finalement comment ça marche? Est-ce qu'ils ne surfent pas sur le fait que, si je fais ça, je sais que les Ivoiriens, les Africains vont me suivre, seront derrière moi. Comme ça, je peux profiter pour glisser des messages subliminaux? Oui, absolument. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ça tient aussi bien au niveau du business que des réseaux sociaux. Voilà, il y a une demande de folie,
il y a une demande, si vous voulez, il y a ceux qui font les beaux et les belles, par exemple, Eudoxie Yao, qui est très suivi. Quoique, hier, moi, je suis allé visiter son profil où elle disait que ce mois de mars vous apporte ENT, que du bonheur et que Dieu réalise tous vos projets, tout avec T. Voilà. Et donc, en dépit de cela, les gens, ils viennent, ils like. Voilà, c'est un véritable paradoxe. Il y a d'une part, les férus de la fight, de la réflexion, ceux qui consomment tout de suite tout ce qui leur tombe sous les yeux. Et heureusement d'ailleurs, il y a aussi une demande liée à la réflexion. En Côte d'Ivoire, on a des pages qui amènent à la réflexion. Community manager. Oui, il y en a, voilà. Et de sorte qu'il n'y a pas à désespérer. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Chacun fait son choix. Justement, c'est sur ça que je voulais rebondir, parce que les réseaux sociaux ont ce schéma que tout le monde y trouve son bonheur. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. La vengeance est permise. Le harcèlement est permis. De telle sorte que si quelqu'un est adepte du sombre, du macabre, du thanatos, de la mort, il trouve des cadavres couchés partout sur les réseaux. Si quelqu'un aussi est adepte, comme il a dit, des formes plantureuses, il en retrouve. Si quelqu'un est aussi pédophile ou ceci, cela, il en retrouve. Donc c'est ce paradoxe, c'est-à-dire à la fois, on pourrait penser que voilà un outil révolutionnaire pour tirer l'humanité vers le haut à travers toute la capacité que nous avons à compulser autant d'informations pour nous faire les meilleures idées possibles sur comment le monde pourrait aller mieux. Et à la fois, on a la partie la plus animale de l'être humain qui va réclamer du sang, qui va réclamer de la vengeance, qui va réclamer de la mort, qui va réclamer des gens qui ne peuvent même pas être des modèles en temps normal et qui sont érigés en modèle et en icône. Avec les réseaux sociaux, nous sommes dans un monde virtuel. Oui. Est-ce que ça peut influencer le monde réel? Est-ce que les réseaux sociaux ont une influence sur la vie en communauté? Pensez-vous, pour nous sociologues, les gens parlent de carte d'identité virtuelle quand ils parlent de réseaux sociaux, à travers le profil, à travers tout ce qu'on donne comme information sur nous et qui servent d'espionnage aux entreprises. Mais nous ne parlons même plus de virtualité, nous parlons de réalité. Parce que pour nous, la réalité, c'est celle qui permet aux uns et aux autres de se comporter. Aujourd'hui, nos enfants se comportent d'après ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est plus du virtuel. Aujourd'hui, un enfant a envie de se suicider, suicide mode d'emploi, il s'en va sur le net, il copie le mode opératoire et il se suicide selon cela. Quelqu'un veut pratiquer du terrorisme, il s'en va, ce n'est plus du virtuel, il lit, c'est concret, il applique. Vous lui posez, vous essayez de, comme il a dit par exemple, on va dire que la vie vous apporte, le verbe apporter. Mais si lui va sur le net et qu'il voit ces fautes-là, il les relaie, il les écrit. De telle sorte qu'à un moment donné, la virtualité serait peut-être la part de rêve, mais les réseaux sociaux ne sont même plus une virtualité, c'est carrément une réalité. C'est-à-dire que ça influe, les gens se comportent d'après ce qu'ils voient, entendent et perçoivent les réalités. Est-ce que l'ampleur des réseaux sociaux, à l'heure où nous parlons, est-ce que ce n'est pas subséquent au fait à une faillite des médias dits traditionnels? Absolument. Moi, je pense que je suis un exemple du parfait. Hein. Je suis très actif sur les réseaux sociaux. Pendant plusieurs années, j'avais décroché au niveau des médias, mais j'ai conservé une présence médiatique. Voilà. Et donc, il y a une faillite, effectivement, de la presse classique, des médias classiques. Ça se ressent, hein. Tout de suite, les journaux ne marchent quasiment plus. Les Ivoiriens, ils sont davantage titrologues. Et donc, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les réseaux sociaux ont beaucoup d'influence en Côte d'Ivoire, parce que les gens, il y a une information gratuite. Voilà. Et tant qui ne passe pas forcément sur les réseaux traditionnels. Justement. Et d'ailleurs, même les informations qui sont publiées dans les médias traditionnels, quand elles arrivent sur les réseaux sociaux, il y a un autre emballement. Je veux dire, tant que les médias traditionnels ne changeront pas de modèle économique, n'adapteront pas leur modèle économique à
aux réalités actuelles du XXIe siècle, les réseaux sociaux vont continuer à leur gravir des marchés en griffe. Concrètement, vous proposez quoi? Non, il faut absolument adapter son modèle économique. Alors, si vous êtes un journal, par exemple, papier, print, vous devez absolument avoir un site Internet. Vous devrez avoir une page Facebook qui relaie vos informations qui passent sur votre site Internet. Vous devez adopter une stratégie digitale avec des captures d'écran et tout cela. Voilà, vous devez absolument adapter votre stratégie aux réalités en investissant vous aussi les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec vous. Je voulais juste rebondir là-dessus. En fait, les médias classiques ont été dépassés. Parce qu'avant, on avait des journalistes de métier et d'investigation. Donc, la notion de sortir une information vérifiée, tracée, valable, est dépassée. Puisque vous avez le journaliste classique qui sait qu'il y a une déontologie et vous avez monsieur n'importe qui peut produire de l'information, comme il a dit, gratuitement. De telle sorte qu'à un moment donné, tous les médias du monde ont été dépassés. Parce que est-ce qu'il fallait rester des gens de métier capables de produire de l'information vraie et éducationnelle, ou bien est-ce que, comme il a dit, il faut s'adapter, avoir aussi ses propres Twitter qui sont disséminés dans le monde entier et donc qui frappent tout de suite aussi à travers vos sites et après maintenant vous relayez par quelque chose de beaucoup plus classique pour exister dans l'environnement. N'oublions pas que les réseaux sociaux, c'est fini. N'oublions pas que les réseaux sociaux, ce n'est pas que du négatif. Il y a du bon dedans. On peut préparer sa thèse à travers nos sociaux. Le docteur ne va pas nous contredire. Voilà, et c'est du bon. En tout cas, merci beaucoup à vous. Le débat va continuer chez vous. Mais vraiment, il faut faire attention par rapport à nos enfants et puis aussi faire en sorte que ce soit vraiment social. Nessie, à Abidjan ce soir, on peut sortir. Il y a beaucoup de manifestations. J'aimerais saluer une initiative de Gilles Touré et ses amis qui organisent ce qu'on appelle le dîner des créateurs. Et on espère que cela va bien se passer. Oui, nous sommes invités. Si vous êtes créatrice. Oui, si vous êtes créatrice, avec Kadi Fadiga sera devant et on va aller. Donc, le dress code, c'est le noir et tout Abidjan branché sera là-bas. Et bon courage à tous les créateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Merci. Et vive les réseaux sociaux. Merci beaucoup.